Il a laissé sa marque en agriculture, mais c'est aussi par son caractère bouillant et direct que ses collègues se souviennent de lui. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Picotte. Bonjour. Un dossier qui était assez difficile, qui a duré longtemps, c'est les courses à chevaux. C'est pas facile de démêler ça parce que ça a duré finalement longtemps. Quand je suis arrivé à l'agriculture, il y avait tout le domaine des courses sous-harnais qui était évidemment supporté par le gouvernement. Parfois, c'était au ministère des Finances, puis parfois, c'était à l'agriculture. Puis, tu sais, là, ce dossier-là s'est promené un peu partout. Il y a beaucoup de questionnements sur le monde des courses. On a laissé dire beaucoup de choses sur le monde des courses, qui étaient vraies et qui n'étaient pas vraies non plus. Il y a des choses vraies, puis il y a des choses pas vraies. Le monde des courses, c'est un monde un peu difficile. Le gouvernement était là-dedans. Il y a des gens qui disaient pourquoi que le gouvernement était là-dedans. Il y avait une catégorie de travailleurs là-dedans, là, tout ce qu'on appelle des palefreniers, des gens qui travaillent là, aux courses. Il y avait une économie, d'abord le cheval québécois, là, le développement du cheval québécois. Tous les intrants, hein? Ça prend beaucoup d'intrants. Une catégorie de gens qui travaillaient dans le domaine des courses, qui n'avaient pas nécessairement été capables de faire d'autres choses si ce monde-là n'avait pas existé. Bien, il y avait toujours un questionnement dans le sens, moi j'appelle ça l'excuse du perdant. Quand tu n'es pas content de perdre une course en quelque part, bien, tu dis, si j'avais fait ce que l'autre a fait puis qui n'est pas tout à fait correct, j'aurais gagné tout de même. On appelle ça l'excuse du perdant. Alors, le monde m'avait dit, touche donc pas à ça, le monde des courses. C'est bien compliqué. C'est un monde un peu plus difficile, puis touche donc pas à ça. Et moi, j'ai fait fi de ça. Si vous me demandez aujourd'hui, quand je regarde ça, là, avec le temps, peut-être j'aurais dû les laisser continuer aussi, parce qu'ils seraient arrivés au même résultat, possiblement. Mais ça a fait en sorte qu'en voulant faire du ménage là-dedans, ça a fait en sorte que quand tu veux faire du ménage à des places où ils ne souhaitent pas qu'il se fasse de ménage, hein, puis qu'il y a des gros intérêts, bien là, il est arrivé parce que le monde des courses, là, ça embauchait, ça, des gens par la suite. Il y avait des gens, par exemple, qui avaient travaillé à la Sûreté du Québec durant des années, 32 ans de service, 35 ans de service. Puis là, bien, quand tu avais besoin de sécurité en quelque part, c'était des hippodromes, des engageaient pour faire la sécurité. Ça fait que, tu sais, c'était un revenu, ça, qui est additionnel, qui s'ajoutait. Ça fait on touchait à des gros intérêts, dans le fond. Fait que j'ai dit, on va changer ça, on va modifier les choses, parce que là, il y avait trop de monde, là, il y avait trop de questionnements. Mais c'est sûr que, là, à ce moment-là, là, évidemment, les intérêts les plus gros ont commencé à agir, puis à se sentir un peu déstabilisés face à ça. Alors, ça a amené une enquête de la Sûreté du Québec, parce qu'il y a eu toutes sortes d'allégations à gauche et à droite. Mais ça a évidemment éclopé bien du monde, jusqu'au moment où moi, là, je me suis fâché puis j'ai dit, regardez, c'est bien beau, là, parce qu'il y avait eu une descente de fait à l'hippodrome de Montréal, dans les écuries, où il y avait retrouvé des seringues, où il y avait retrouvé des médicaments. Puis là, on m'avait fait comprendre, moi, que si votre enfant, par exemple, a des verres, là, comme citoyen, vous allez à la pharmacie, là, hein? Ils vont vous dire, allez-vous-en sur la tablette, telle tablette, achetez ça, venez payer ça, faites partir à votre enfant, puis ça va régler la situation. Chez les chevaux, ça a l'air que ça prend une prescription de vétérinaire. Alors, tu avais du monde qui devait avoir été acheté, là, tu sais, où il n'y avait pas de prescription. Alors, tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est d'avoir quelque chose de même. Ça a jamais... Il y a eu 50 policiers qui sont allés faire une descente là. Ils ont ramassé du liniment mineur, de longueur Rundle, des patentes qui se vendaient sur le marché partout. Il n'y a jamais eu une cause qui a été faite devant le tribunal parce qu'il n'y avait pas, c'était pas assez sérieux. Mais ça a déclenché une enquête de police. L'enquête de police, bon, on sait ce que c'est qu'une enquête de police. C'est bon. Quand ça trouve rien, c'est long. Ouais. Hein?
Le ministre peut-il nous dire s'il a fait une enquête suite aux accusations d'incompétence portées contre la commission des courses? Monsieur le Président, je pense qu'il n'y a pas eu d'abord d'accusation de portée contre la commission des courses, sauf par M. Marier dans un article de journal, Monsieur le Président, et je devrais dire bien amicalement qu'il y a un comité aviseur qui se réunit régulièrement. Et j'aurais souhaité que M. Marier, en question, participe à ce comité aviseur, comme samedi dernier, alors qu'il n'a pas pu venir sous prétexte d'aller faire un peu d'équitation personnelle. Alors, je voudrais tout simplement lui dire qu'il n'y a pas eu d'accusation de portée contre la commission des courses, premièrement. Et deuxièmement, la commission des courses va agir en conformité avec sa loi lorsque des accusations seront portées en bonne et due forme. Fait qu'à un moment donné, moi, comme ministre, je me suis choqué, puis j'ai dit, regardez, l'enquête de police est faite. Vous avez des accusations portées, vous allez les porter. Autant au ministre que n'importe qui, là, parce que nul ne peut se soustraire à la loi. Puis là, c'est là que j'avais reçu une lettre de la part de la Sûreté du Québec qui disait que moi, évidemment, j'avais joué aucun rôle à part que d'administrer puis de vouloir changer les choses, c'est d'abord correct. Puis je ne sais pas si je referais le même ménage parce que dans le domaine des courses, parce que de toute façon, cette industrie-là, le gouvernement l'a laissé aller. Là, puis les casinos, on aurait dû penser à ça avant. Quand on a institué les casinos au Québec, on a institué l'Auto-Québec, puis tout ça, c'était évident que le monde ne pouvait pas parier partout. Puis ce qui allait être écopé, c'était les chevaux, les courses de chevaux. D'autant plus que si même le monde de cette industrie-là disait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas correctes qui se passaient, c'était bien difficile de donner de la crédibilité à ce monde-là. Hein. Mais c'est dommage parce que il y avait un paquet de monde qui travaillait là-dedans, puis il y avait de l'emploi, il y avait de l'économie, mais dans la vie, on ne réussit pas tout ce qu'on touche. Et, en 91, je pense, dans votre région, là, il y a eu une tornade qui a fait pas mal de ravages. Vous avez pris les grands moyens pour régler ça. Vous avez amené le Conseil des ministres, quelque chose de même, chez vous? Ah oui. On se reprochait au gouvernement. Tous les fois, il y a eu un problème en quelque part. Les gens reprochaient tout au gouvernement de la lenteur. D'abord, ils disaient qu'il y avait un plan pour aider les victimes. Mais là, quand tu regardais ça, bien, il y avait un paquet d'affaires qui n'étaient pas acceptables, puis qu'on ne pouvait pas défrayer. Puis les gens, des fois, ça faisait 3 ans qu'il y avait eu ça. Et puis, il n'y avait pas de nouvelles. Il y avait encore des dossiers, pas mal de dossiers pas réglés. Fait que moi, j'avais vu cette expérience-là, j'écoutais jaser les gens. Tu sais, quand tu es connecté sur la réalité du monde, tu sais ce que le monde te dit. Alors, on dit, c'est bien beau, le gouvernement va intervenir, mais ça va prendre 3-4 ans avant d'avoir un chèque. Ça fait que, moi, j'étais arrivé au Conseil des ministres, puis j'ai dit, regardez, là, j'étais allé voir ça d'abord du haut des airs avec l'hélicoptère du gouvernement. C'était où, précisément? À Masquinongé, juste à côté de Louisville, là, tout près de mon compte. C'était à 3 km de ma maison. Et on est parti en hélicoptère pour aller voir ça. Il y avait un paquet de journalistes qui étaient rendus sur place. Moi, je suis allé le lendemain matin parce que c'est arrivé vers 4-5 heures dans l'après-midi, si ma mémoire est fidèle. Puis le soir, bien, je ne pouvais pas y aller parce qu'il faisait trop noir. Mais je suis allé le lendemain matin de bonne heure en hélicoptère. Je suis arrivé là, puis j'ai regardé ça. J'ai vu un pylône d'Hydro-Québec, là, ça c'est haut. Un pylône, il n'y a pas grande emprise devant là-dessus. Un pylône tordu sur lui-même, là, qui était rendu au sol, là, qui avait été tordu. J'ai vu des maisons arrachées de l'eau-solaire. Puis il n'y avait pas eu, je pense qu'il y avait eu 14 blessés dans tout ça. Il n'y avait pas eu de mort, là. C'était presque un vrai miracle, là, tu sais. Alors, c'était comme un champ de guerre. Quand j'ai vu ça du haut des airs, on avait le frisson, c'était comme un champ de guerre. Ça ressemblait un peu à ce qu'on voit là, quand il y a le tremblement de terre, ou en tout cas une tornade, ça a fait du ravage sur un corridor donné. Alors, je me suis dit, si mes collègues voyaient ça, je suis certain qu'ils pousseraient tout pour que ça se règle rapidement, parce que ce monde-là sont sans abri, il faut qu'ils se ramassent. Alors, j'avais dit à M. Bourassa, j'aimerais ça que dégager 5-6 ministres. Par exemple, là, ça passe dans des instances gouvernementales, le compadré, par exemple, puis c'était Mme Lise Bacon qui était là au compadré. Fait que, il dit, arrange-toi avec Lise, parle-en à Lise, puis ça. Fait que je parle à Lise Bacon, puis je lui dis, regarde, j'aimerais ça que la réunion du compadré, au lieu de se tenir à Québec, elle se tienne dans mon comté. Le compadré, c'est le comité de priorité de... Le développement, du développement régional et économique. C'est ça. Alors,
J'ai dit, j'aimerais ça que vous teniez la réunion du compadré mercredi matin chez nous, puis vous allez voir en même temps l'ampleur des dégâts, puis tout ça. Fait qu'on est parti, il y avait 7 ou 8 ministres dans le compadré, là. On est parti, on s'est envenu à Louisville, on a embarqué dans un petit autobus, on a fait le tour. Ils sont venus voir ça. Quand ils sont revenus au Conseil des ministres, tout de suite, le mercredi suivant, on a voté l'acceptation de défrayer. Ça s'est fait rapidement, puis dans l'espace d'un an, tout le monde a été réglé, ou à peu près, là, même en dedans d'un an. Hein. Mais encore là, la job d'un député, hein, j'aurais pas besoin d'être ministre pour ça, la job d'un député, c'est de conscientiser les décideurs qu'il y a une urgence. C'est bien beau de dire, mais tu sais, ce que tu vois à la télévision, ce que tu vois de même dans la photo, ça part vite de ton esprit. Alors là, c'était marquant. Et ça a été un épisode, c'est assez difficile. Ça, là, dans ma vie politique, là, je dois dire que la fusillade à l'Assemblée nationale, auquel j'ai été associé un peu, puis la tornade de Masquinongé, là, ça a été des événements là, qui m'ont marqué pas mal. Une réalisation dont vous êtes fier, c'est le sommet de l'agriculture en 92. Qu'est-ce que ça a donné au fil des ans? On sabrait beaucoup, là, c'est pas nouveau, là, couper dans les budgets là, pour établir l'équilibre budgétaire. Il n'y a pas juste les péquistes qui ont fait ça, les libéraux l'ont fait, les péquistes l'ont refait, puis les libéraux vont le refaire encore. Et là, au Conseil du Trésor, il fallait être plus musclé pas mal pour vendre l'idée d'avoir des budgets. Là. Avant, on faisait la revue de nos budgets, puis ils partaient d'un certain... Là, il fallait faire la preuve qu'on avait besoin de ces budgets-là. Or, en agriculture, on sait très bien que s'il n'y a pas de soutien en agriculture, ça ne peut pas fonctionner. Tu ne peux pas couper comme ça inconsidérément à gauche et à droite. Il faut qu'il y ait un certain consensus. Alors moi, j'avais jasé pas mal avec Daniel Johnson, mon collègue qui était au Conseil du Trésor. J'avais jasé avec le bureau de M. Bourassa. J'avais jasé avec d'autres collègues aussi. Je leur avais dit, regardez, si vous me demandez de faire en agriculture ce qu'on peut faire dans les loisirs, dans toutes sortes de choses de même, là, moi, je regrette, mais on va avoir un paquet de problèmes, ça ne sera pas drôle. Il faut garder un certain standing. Là. Et Daniel Johnson avait accepté le principe qu'en faisant un sommet, puis en établissant des priorités, il m'avait garanti qu'un budget au moins de 800 millions pour au moins 4 à 5 ans serait protégé en agriculture. Parce qu'au lieu d'avoir un budget qui dégringole tout le temps. Ça fait que moi, je suis parti de ce principe-là en faisant le sommet agricole pour dire aux gens, regardez, on n'a pas le choix. Là. Ou à tous les ans, vous allez avoir la mauvaise surprise de par 20 millions, 30, 40, 50 millions, dépendamment de ce que le gouvernement a besoin de rapatrier. Ou bien, on s'assoit ensemble, on établit les priorités, puis on dit, dans l'avenir, c'est ce qu'on fait. Il y a des choses qu'on ne pourra plus faire parce qu'on n'a pas d'argent pour les faire. Quand on va avoir établi ces priorités-là, moi, je vais être capable de vendre à mes collègues du Conseil des ministres puis du Conseil du Trésor le fait de vous protéger un budget pour les prochains 5 ans. Vous allez avoir au moins la paix. Vous ne manquerez pas de sécurité. Et ça, tout le monde a embarqué là-dedans. Les gens sont venus, puis on a fait un grand sommet, puis on en est sorti encore là avec une idée de fond qu'on a tenue. Et ça a protégé. Alors, oui, c'est vrai, moi, j'étais fier de mes sommets. J'étais fier de la concertation que j'ai faite avec tout le monde. C'est la seule façon d'administrer parce qu'on commençait déjà là, à couper dans un paquet d'affaires, puis à remettre en question un paquet d'affaires. 93, M. Bourassa est malade, se retire, mais avant de se retirer, ça commençait déjà à parler de sa succession. Vous avez fait une mise en garde contre vos collègues. Allez pas trop vite, les petits amis, là. Pourquoi vous avez fait ça? Vous aviez des intentions cachées pour vous-même? Moi, ce qui m'horripilait, d'abord, Robert Bourassa, pour moi, là, j'ai encore une grande admiration pour cet homme-là. J'ai une estime incommensurable pour Robert Bourassa. Pour moi, c'était un premier ministre là, un homme droit, un homme équitable, un gars avec un flair politique intéressant, puis un gars qui faisait tout pour avancer le Québec, pour développer le Québec le plus possible. Moi, j'ai tellement de respect pour un gars comme Robert Bourassa. Robert Bourassa, c'est le gars le plus méconnu de l'histoire politique du Québec, malgré qu'on reconnaît aussi bien ses forces, là. Mais Robert Bourassa est un grand Québécois. Là. On dira tout ce qu'on voudra. Là. Moi, j'avais une relation particulière avec M. Bourassa. Puis M. Bourassa est un grand Québécois. J'avais tellement de respect pour M. Bourassa que je me suis dit, Gann, là, il y a besoin que je lui sois fidèle.
Alors, pour moi, Robert Bourassa avait une grande valeur à mes yeux. Et là, il y avait des collègues qui avaient commencé. Il y avait des collègues qui ne sortaient pas, puis qui ne faisaient rien de spécial. Là. Puis là, tout d'un coup, en voyant le fait que M. Bourassa pourrait peut-être être obligé de laisser sa place, avait commencé commencer à faire de l'enjôlage politique un peu. Et ça, là, d'abord, je trouvais ça profondément non respectueux pour M. Bourassa, parce que ça se sait toujours, de toute façon. Puis je me disais, regarde, quand Robert Bourassa décidera que lui, il veut s'en aller, s'il a à prendre cette décision-là, on va arrêter, là, il y en a qui vont arrêter là, de vouloir commencer à... Parce que ça a toujours des répercussions, ces affaires-là. Alors, je dis, regardez-moi, je vais arrêter de parler d'un coin de corridor, puis de traiter un tête de pas correct, puis on va m'en faire une déclaration de mise en garde. Fait que si ça porte des fruits, tant mieux, puis si ça porte pas des fruits, au moins, bien, on saura qu'il y en a dans la gang qui sont pas fair-play, tu sais. Puis c'est pour ça que j'ai fait ce genre de déclaration-là. Ça m'avait tellement piqué au vif, là, que je me suis dit, à un moment donné, s'il faut que j'aille à la chefferie, j'irai à la chefferie, mais ils ne passeront pas clairement tout seuls, ces gens-là. Mais vous parlez de relations privilégiées avec M. Bourassa. Comment ça se manifestait dans vos relations? Bien, ça se manifestait parce que moi, je ne dérangeais pas M. Bourassa souvent. Quand j'avais des problèmes particuliers, là, je m'organisais toujours pour lui parler. Et quand il a commencé à être malade, M. Bourassa, je lui ai envoyé sur son lit d'hôpital un petit mot. Là, puis j'ai eu beaucoup de compassion pour lui. Puis Robert Bourassa savait qu'il pouvait compter sur moi dans toutes les circonstances. J'étais un petit peu malin, là. J'étais un gars qui choquait facilement, là, puis qui disait « Robert, ça n'a pas de bon sens. » Mais il savait, M. Bourassa, qu'il pouvait me faire n'importe quoi. Ça fait qu'on a eu déjà de bonnes conversations. On discutait de certains problèmes ensemble et tout ça. Et puis, je me rappelle que j'avais été un petit peu plus près de lui là, à l'occasion de sa maladie. Puis ça, je pense qu'il avait apprécié ça. Il avait apprécié ça. Mais de toute façon, moi, Robert Bourassa, je l'aurais défendu n'importe où, y compris, je pense, la première fois, là, quand les gens ont commencé à enlever ses photos d'invite. Lui, il a su, M. Bourassa, que j'étais... Dans la vie, il faut que tu sois fair-play avec les gens. Moi, là, regarde, j'ai apprécié mes autres chefs aussi. Là. M. Ryan avait ses forces, ses qualités. On n'avait pas le même tempérament puis le même caractère, mais c'est M. Ryan, lui, il a vécu l'expérience comme il devait y vivre. Hein. S'il est parti par lui-même, à un moment donné, ça doit être parce qu'il trouvait que ça ne fonctionnait pas. Là, parce qu'il aurait pu rester chef du Parti libéral encore une autre fois. Mais la réalité, c'est ça. Non, moi, je pense que dans la vie, c'est bien important d'être correct et d'être fidèle envers les gens qui ont été corrects avec nous autres. En 1993, vous avez écrit un livre, Se transformer pour transformer le Québec. Là-dedans, dans ce livre-là, vous critiquez beaucoup le négativisme qu'il y a. Est-ce qu'il y avait vraiment un climat de morosité? Vous parliez tantôt des compressions dans les budgets, etc. Est-ce que tout ça était relié? Oui, il y avait un sentiment d'incapacité. Moi, là, ce qui a inspiré ma réflexion à ce moment-là, c'est que j'étais parti, j'avais fait la politique du développement régional, j'avais fait tout le tour des régions. Puis les gens disaient, « Ah, au Québec, il n'y a pas moyen de développer ci, au Québec, il n'y a pas moyen de faire ça. » Quand tout le monde avait un problème, je cherchais à faire régler ça par le gouvernement. Je prends juste l'exemple. Par exemple, les producteurs de pommes, à un moment donné, avaient sollicité par le biais de Paradis, Pierre Paradis, dont les producteurs de pommes étaient souvent en grosse majorité dans son comté. Ils sollicitaient, eux autres, de faire partie de l'assurance qu'on appelle l'assurance stabilisation. Parce qu'ils disaient, il y a des années, là, nos pommes, on ne sait pas quoi faire avec. Puis, le gouvernement était dans une époque où non seulement il n'étendait pas l'assurance stabilisation à d'autres cultures, il voulait en rapatrier, il voulait en donner moins. Alors, les gens nous en demandaient plus, puis ils voulaient en donner moins. Quand il y avait un problème, ça toujours d'essayer de rapporter ça au gouvernement. Et là, je faisais le tour du Québec, mais en disant, il faut que les Québécois changent leur attitude. Hein? Disant, au lieu de prendre 5 verres de jus d'orange dans la semaine, à 3 matin, vous prenez votre verre de jus d'orange, coupez ça par la moitié. Prenez 4 jours de jus d'orange, puis 3 jours de jus de pomme.
Hein, vous allez avoir des bonnes vitamines. Puis les pommes, bien, ça ne sera pas tout le ministre de l'Agriculture qui est obligé de les manger parce que les autres vont pas dépasser. Hein? Puis ils vont arrêter de demander à l'État de payer. J'avais je ne sais pas combien de millions de livres, hein, au-delà de 100 millions de livres, je pense, de sucre, de sirop d'érable, là, puis de pain de sucre là, à Plessisville qui était entreposé là, parce qu'on n'avait pas de marché. J'allais dans un restaurant le matin, je demandais des crêpes avec du sirop d'érable, puis il n'y avait pas personne qui disait qu'il n'avait du sirop d'érable, il me servait tout du sirop de poteau. Fait que j'avais fait une grande campagne pour dire... Puis quand j'arrivais dans un hôtel, puis je disais, je prendrais des crêpes avec du sirop d'érable, puis c'était pas du sirop d'érable, je le retournais dans la cuisine, je disais, c'est pas du sirop d'érable. Il disait, on n'en trouve pas, vous n'en trouvez pas. On va vous dire où c'est qu'il y en a. C'est sûr que ça coûte un peu plus cher. Ça coûtait bien plus cher au gouvernement de le storer, de le garder là, puis qu'on payait à même les deniers publics, que ça coûtait cher aux consommateurs s'ils avaient commencé à consommer. Fait que moi, j'avais fait une grande tournée comme ça. Hein, puis les gens disaient, oh, on ne sera pas capable de s'en sortir, on ne sera pas capable d'ici, on ne sera pas... Fait que là, j'avais une réflexion. Ça faisait longtemps que je voulais écrire un livre sur mon rétablissement avec l'alcoolisme. Là, je venais d'avoir un enfant avec ma conjointe, Marc-Antoine. J'étais rendu à 50 ans. J'étais le plus vieux ici à l'Assemblée nationale. Il y avait John Chiachia puis moi qui avait été élu. Gérard D, je pense, était décédé dans le temps. Et on était en tout cas d'un doyen de l'Assemblée nationale. Les gars nous tiraient à la pipe. Des fois, ils nous disaient « Hey, des petits vieux de l'Assemblée nationale. » Je disais « Moi, ça ne me dérange pas que vous me traitez de petit vieux. » C'est vrai que je suis un des plus vieux, mais je suis le plus jeune père de famille de toute la gang. Hein? Bon. Alors, j'avais eu la bonne idée, je dis que c'est une bonne idée, d'avoir eu un enfant avec ma conjointe de 50 ans. Et là, je me disais, faut qu'il y ait un avenir, cet enfant-là aussi. Hein? Alors ça m'avait assez influencé. Il ne peut pas être dans une société où tout va mal tout le temps puis que les gens sont défaitistes. Fait que je voulais d'abord parler de mon alcoolisme parce que je me dis, c'est mon cadeau de sobriété, c'est mon fils. Hein? Ma fille, c'est un beau cadeau que j'ai eu dans ma vie, puis mon gars aussi, je suis chanceux, j'ai 2 beaux enfants. Puis ces enfants-là m'ont emmené beaucoup de joie. Ma fille, elle, j'ai eu un peu de regret parce que je ne l'ai pas vue élever, parce que j'étais en politique. Elle est venue au monde en 72, je suis sorti de la politique en 94. Elle n'était pas loin d'avoir le droit de vote quand je suis parti de la politique. Puis mon gars, ben là, je le levais, puis je me disais, il vient d'arriver, j'espère que j'aurai pas le même cheminement, tu sais, être longtemps de même sans le voir grandir. Alors, j'avais le goût de partager ça, puis de partager mon alcoolisme pour donner de l'espoir à ceux qui sont en désespoir. Il y a un moyen de s'en sortir dans la vie. Puis là, j'avais ramassé à peu près tout ce que j'entendais partout. Puis j'avais dit, ça sera facile de transformer le Québec. J'écris un livre. Si j'écris un livre juste sur la naissance de mon fils, puis mon alcoolisme, ça risque d'être un livre qui va avoir 90 pages sans pages, pourquoi je ne profiterais pas de mon expérience politique pour faire des recommandations politiques, tout simplement. En gros. Alors, plus optimiste. Oui. Alors, c'est pour ça que j'ai écrit « Se transformer pour transformer le Québec », qui est un livre qui est facile à lire, puis que de toute façon, il n'est plus disponible là, parce qu'on a mis 5000 en vente, puis il n'en reste plus. Mais c'est une chose qui est certaine, c'est que dans le temps, ce que je faisais, dans le fond, c'est que j'essayais de faire prendre conscience aux Québécois, aux Québécoises, que leur sentiment d'incapacité, c'est pas vrai. On est capable de faire de grandes choses. J'ai eu un peu... ça prenait encore juste Robert Bourassa avec sa largeur d'esprit pour accepter que je fasse ça. Parce que Robert Bourassa, on a essayé de l'influencer pour dire hey, « laissez pas écrire un livre », parce que tout le monde a pensé qu'il voulait écrire un livre pour régler des comptes avec des collègues. Non, non. On passe pas notre vie à régler des comptes. Moi, les comptes, je les règle directement. Quand ça ne fait pas mon affaire, bang, 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 puis je le dis. Puis après ça, je dis hey, je donne la main, pas pire, mais tu veux pas me la donner à la main, vis avec ton problème. Tu me la donnes, ben regarde, on va aller prendre un café ensemble, tu prendras une bière et toi. Moi, je prends rien du café. Je suis moins mauvais quand je prends du café. Vous avez passé 21 ans à l'Assemblée nationale, mais quand vous avez atteint 20 ans, votre 20e anniversaire, là, vous avez fêté ça en grand. Qu'est-ce que vous avez organisé pour fêter ça? Ouais, ça, là, c'était bien, bien spécial. J'ai jamais été friand des fêtes. Ça m'a toujours un peu dérangé. Là, tout le monde va partir à rire quand je dis ça, mais c'est la réalité pareil. Je suis un gars timide, moi.
J'ai jamais aimé fêter. Tous les fois qu'on voulait me fêter, bon, on m'a toujours présenté ça sous forme de faire de l'argent pour une campagne de financement, pour le parti ou des choses comme ça, parce que ça me met mal à l'aise d'être fêté. Tu sais, je me dis, moi, je fais un job que j'ai à faire, je suis payé pour la faire, je fais un job, la faire le mieux possible. Ben là, je suis pas bien le genre à me faire vanter puis ces affaires-là. Je suis capable de m'évaluer comme je suis, puis à ma juste valeur. Je n'ai pas besoin que les autres m'évaluent. Puis quand j'ai des choses qui sont pas correctes, je suis assez grand, puis je me dis, regarde, j'ai été imbécile dans telle circonstance. Puis je suis capable de me dire ça moi-même. Ça fait que... Et là, les gens ont dit, il faudra fêter ça 20 ans, ils vont... Fait que moi, j'avais aidé une personne à Montréal, à l'île Sainte-Hélène, Jacqueline Vézina, qui est la grande organisatrice des Salons de la femme. Là. Elle avait un projet. Fait que moi, je suis ministre de l'Agriculture, puis elle rencontre un de mes gars de cabinet. Puis là, elle dit, faudrait que je voie ton ministre. Moi, je la connais pas, Jacqueline Vézina, à part que de savoir qu'elle est organisatrice des Salons de la femme. Fait que j'ai dit, pourquoi qu'avec moi? Fait que là, on m'explique que là, des dégustations de fêtes gourmandes, avant des petites bouchées, ils vont vendre des petits bouchées à Québec, sur l'île Sainte-Hélène, puis ça va attirer pas mal de monde, tout ça, puis elle va avoir 1 million de piastres de subvention. Peux-tu dire une affaire, quand ils m'ont dit ça, ils dit, regarde, tu vas y dire, là, je la connais pas, puis j'aime mieux pas connaître, je ne donnerai pas 1 million de piastres pour avoir des bouchées sur l'île Sainte-Hélène. Regarde, des millions, là, je n'ai besoin pour l'insémination artificielle, là, si fait ça, puis là, je fais un paquet de sparage pour expliquer qu'on peut mettre ça à bien d'autres places. Par contre, il y a un développement économique, puis le maire de Montréal, qui est favorable à ça, m'appelle, puis un paquet de monde m'appelle. Alors, finalement, j'ai dit, je vais le rencontrer. Mais dites-lui que, mec, qu'elle se rencontre, elle va trouver du dur en quelque part. Elle a de l'ouvrage à faire pour me convaincre. Fait que Mme Vézina s'en vient à mon bureau. Je la connais pas. C'est la première fois que je la vois. Puis elle commence à m'expliquer son affaire. Puis là, je commence à argumenter, puis j'ai argumenté assez serré habituellement quand j'argumente. Fait que je commence à argumenter avec, puis tout ça. Puis là, en tout cas, de fil en aiguille, moi, j'ai dit, retournez faire vos devoirs, on ne donnera pas 1 million de pièces là-dedans. Puis là, je commence à purifier son projet un peu. Mais elle me revient finalement, puis là, j'accepte de concourir. Puis à part ça, écoute, ça a été flamboyant. Là. Elle avait raison, Mme Vézina. Là. Ça a déplacé du monde. C'était un apport économique très impressionnant. Ça a duré quelques années, puis tout ça. Ça, c'était au début, quand j'étais ministre de l'Agriculture. Au début de mon mandat comme ministre de l'Agriculture. Là arrive le fait que je fais 20e, puis les gens de mon cabinet, eux autres, ils disent, il faut fêter ça 20 ans. Je dis, pourquoi vous voulez fêter ça? Bon, on va faire une fête, le 20 ans, puis là, Marc-Antoine va devenir au monde, puis tout ça. Puis, bon. Ils ont dit, il y a un comité qui voudrait se mettre en marche pour fêter ton 20 ans. Ah oui. Fait que là, ils me disent que Mme Vézina, puis une dizaine de personnes à peu près que je connais, là, hein? Mme Vézina avait des contacts avec tous les artistes du Québec. Il m'arrive avec un plan pour fêter mon 20e à Salle Thompson à Trois-Rivières. Salle Thompson à Trois-Rivières, des gros artistes qui vont là. Je disais, vous êtes malade, non, on fait quelque chose, puis il y a du monde de partout qui vont venir, puis ça coûtait de l'argent pour venir là, pour payer la fête, puis tout ça. Puis là, ils me disent, Mme Vézina, elle a trouvé Jean-Pierre Ferland comme maître de cérémonie. C'est fou. Daniel Ouimet, Pierre Péladeau avait accepté de venir. Il y avait eu une communication avec Louis, président de la FTQ dans le temps. Hein. Laberge. Louis Laberge. Là, j'ai dit, vous êtes fous, qu'est-ce que vous faites là? Moi, je trouvais que c'était trop gros. Mais là, tu sais, eux autres, quand ils sont arrivés, là, le canevas était tout monté, puis tout ça. Ça avait été une grosse affaire, finalement, mais bien plus gros que ce que j'aurais pu imaginer. Donc, les gens se sont ambitionnés. En principe, moi, quand je suis arrivé là, le soir, je savais qu'ils se préparaient une grosse affaire, mais j'aurais jamais vu l'ampleur de cette organisation-là. Fait que finalement, ça fait des 20 ans de vie politique. Là, on dit, bon, on me suis laissé faire. Merci beaucoup, M. Picotte. On continue la semaine prochaine. Merci.